la vie d'un enfant, son devenir est plus du ressort de la cellule familiale qui doit continuellement mettre la pression sur les pouvoirs publics et également pour les autres qui sont dans le privé pour que l'enfant ait l'encadrement nécessaire, ait les orientations nécessaires afin de pouvoir envisager avec sérénité son avenir. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'une implication beaucoup plus active de ces derniers-là serait en fait bénéfique. Aujourd'hui, on a le niveau de l'éducation qui a baissé drastiquement. Il ne faut pas se le cacher. Des initiatives donc de la part des pouvoirs publics sont mises en œuvre, même si ça peut être lent dans certains cas, en tout cas pour rattraper les choses. Mais à côté de ça, la cellule familiale, les devanciers, les aînés, les parents, pères, mères, frères et sœurs et tout, peuvent aussi apporter une contribution décisive. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Éducation. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Franck Stéphane Dedi, qui est bien connu sur les réseaux sociaux pour la pertinence de ses interventions sur NCI 360. Franck Stéphane est consultant international en stratégie et il est passionné de coaching d'élèves et d'étudiants. Son engagement dans diverses associations d'anciens élèves et étudiants démontre de son dévouement pour l'encadrement des plus jeunes et de sa volonté de contribuer au bien-être des populations dans son pays. Et moi, personnellement, j'ai été marqué par certaines de ses interventions lors de nos rencontres NDKD quand j'étais encore sur le banc à l'ENCA. Ensemble avec lui, nous aborderons un sujet qui est crucial. Il s'agit de l'encadrement des élèves du second cycle et la préparation aux orientations post-bac. C'est un thème qui, particulièrement en Afrique subsaharienne, où les défis éducatifs et les inégalités d'accès à l'information, aussi bien que les réalités socio-économiques, sont des enjeux qu'on ne peut pas négliger, est très important pour nos populations, pour déjà même pour les élèves. Dans cette série de vidéos, nous allons discuter de l'importance de guider les élèves dans les secteurs académiques de leur choix et puis de l'implication aussi de toute la communauté dans cet encadrement-là. Alors, bonjour cher aîné. Bonjour Alban et puis merci pour cette opportunité. Sans grande transition, je te laisserai te présenter, même si je l'ai fait brièvement, mais tu pourras nous parler un peu de ton parcours, un peu de ce que tu fais et tout. D'accord. Encore une fois, hein, merci beaucoup pour cette initiative que tu portes. Moi, c'est toujours avec un plaisir que je réponds favorablement à ce genre d'invitation parce que pour moi, c'est important de soutenir toutes ces initiatives-là qui visent à un éveil de conscience des jeunes parce qu'on n'est pas trop jeune pour être responsable. Et alors qu'on tire à boulet rouge sur cette jeunesse-là qui, pour beaucoup, est en proie donc au doute, aux dérives, lorsqu'il y a ce genre d'initiative qui vise à montrer une autre facette de la jeunesse, qui vise à présenter aux jeunes des modèles dont ils peuvent s'inspirer pour changer le cours de leur vie, moi tout de suite j'y souscris, j'y adhère. C'est vrai que les agendas peuvent ne pas forcément correspondre, mais dans la mesure du possible, on essaie de trouver le temps pour soutenir ce genre d'initiative. Donc vraiment, grand merci, bravo pour ton initiative et mon souhait, c'est que tu puisses continuer malgré les éventuelles difficultés, les éventuels problèmes qui se dresseront sur ton chemin, assurément, que tu puisses aller au-delà afin d'impacter le plus grand nombre, parce que c'est ça le principal objectif. Euh, pour ma présentation, Franck Stéphane Dédi, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à cause de mes interventions donc sur les sujets de la vie publique, donc en Côte d'Ivoire, la gestion de la chose publique, c'est peut-être à ça que je suis beaucoup plus identifié aujourd'hui, mais à la base, je suis ingénieur statisticien économiste, donc de formation, diplômé de l'ENCA, donc l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, donc qui est un centre d'excellence du groupe de la Banque mondiale et de lui et moi. Alors, j'ai à peu près 12 années d'expérience donc professionnelle entre les organisations donc internationales,
à l'instar de l'Union européenne, des cabinets donc de conseil et d'audit comme Ernst Young, des banques d'affaires donc en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis à la tête de Seven Capital, donc qui est une boîte de conseil stratégique et financier, donc qui se définit comme une banque d'affaires panafricaine et qui accompagne les gouvernements, qui accompagnent les entreprises publiques, privées sur leurs problématiques de stratégie et de financement, donc essentiellement. Donc, en Côte d'Ivoire, où nous intervenons depuis à peu près 2 ans, et dans d'autres pays aussi d'Afrique où on a nos opérations avec des projets donc qui s'y déroulent. Donc, voilà, pour résumer, ma carrière, c'est entre le conseil et puis la banque d'affaires et aujourd'hui, ce sont ces deux disciplines-là que j'ai alliées dans la banque d'affaires donc que je dirige avec un ensemble de partenaires. Donc voilà un peu présenter bon, mon parcours professionnel. Avant cela, pour le parcours académique, donc j'ai fait l'école publique, voilà pour le primaire. Donc c'est important de le préciser parce que on a tendance à assimiler certains succès dans la société à des passe-droits ou à des privilèges que les uns et les autres auraient reçus, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais après, c'est bon de restituer la vérité des faits. Donc, j'ai fait l'école primaire publique à Beauville, donc banlieue, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, banlieue d'Abidjan, environ une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Et puis ensuite, au lycée garçon où j'ai fait mon cursus de collège, donc de la sixième à la troisième, donc lycée garçon de Bingerville. Et puis après, j'ai été reçu au lycée, donc au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et puis après, j'ai fait les classes préparatoires, après un processus rigoureux, sélectif, tout ce qu'on peut imaginer, à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, donc de Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983. Et puis après ces 2 années de classe prépa là, donc j'ai intégré donc le cycle d'ingénieur statisticien économiste donc de l'UNCA. Donc voilà un peu le parcours donc scolaire et académique. Et puis comme tu l'as dit dans ton introduction, je suis en plus de mes activités donc professionnelles, sociales et tout, je suis intéressé également par l'accompagnement donc des jeunes comme moi, des moins jeunes, euh, des plus âgés aussi parfois, dans la prise de conscience donc de leur potentiel et du fait que nous pouvons aider à changer les choses. Parce que une chose est de critiquer, mais une autre est de se dire, au-delà de la critique, qu'est-ce que nous mettons en place pour pouvoir changer ce que nous critiquons. Donc voilà un peu ce qui me guide dans mes actions. Et puis sur la partie philanthropique également, avec des amis, on a monté une fondation donc qui euh, travaille à soutenir des orphelinats donc en Côte d'Ivoire pour l'instant. Voilà, avec à peu près 4 orphelinats que nous avons sous gestion en termes d'appui dans les kits scolaires, dans les vivres et non-vivres en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu les différentes facettes de ma personnalité. Et encore une fois, merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir m'épancher un peu sur ces différents pans-là. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour la présentation qui est assez complète. Et moi, déjà, le premier point que je mets en avant, c'est que parfois, quand des gens interviennent sur les réseaux, les gens veulent cataloguer, mais en fait, quand on voit le parcours, quand on voit la motivation derrière, je pense que certains peuvent être intéressés à l'idée d'intervenir sur l'espace public pour un gain personnel, mais pour d'autres, c'est vraiment un appel, c'est vraiment un cri de cœur, c'est vraiment une sorte de mission personnelle en fait qu'on peut se donner. Et quand on regarde un peu le parcours, c'est ce qui ressort. Alors, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour toi, c'est quoi l'éducation?
C'est une question qu'on pose un peu à tous les invités, donc sur éducation. Qu'est-ce que l'éducation pour vous et quelle est son importance, son rôle dans la société aujourd'hui? Très bien. Pour moi, l'éducation, je ne sais pas la dissocier de la formation. Donc, dans la définition que je vais donner, peut-être qu'il y a l'un ou l'autre des éléments appartenant soit à l'éducation ou à la formation qui peuvent s'enchevêtrer. Donc, pour moi, l'éducation, c'est donc la formation, l'apprentissage. Donc, qu'on donne à un individu sur la base d'un certain nombre de paramètres, donc de critères, qui peuvent être à la fois d'ordre familial, à la fois d'ordre sociétal, social, à la fois d'ordre scolaire et académique. Donc, en fonction d'un certain nombre de codes qui participent donc à l'édification d'un certain nombre de considérations que l'apprenant intègre afin de pouvoir les mettre en retour donc au service donc de la société dans laquelle il évolue. Donc l'éducation, elle peut être formelle ou non formelle. Donc dans le cas de l'éducation formelle, c'est vraiment toutes les bases donc de la vie en société que la famille ou la société nous donne. Tandis qu'au niveau de l'éducation formelle, c'est plus lié soit à des castes ou alors à un certain nombre de paramètres d'ensemble dans lesquels un individu fait ses classes pour pouvoir à la fin lui être délivré soit un diplôme ou une preuve de reconnaissance qu'il a donc suivi un parcours, qu'il a suivi donc cette formation. À la fin de toute chose, qu'elle soit formelle ou non formelle, l'éducation à la fin a pour but de vous donner des attitudes, des aptitudes, de vous donner des compétences pour pouvoir qui seront exercées dans le cadre de votre vie au quotidien. Donc, il ne s'agit pas d'être formé pour être formé, mais il s'agit d'être formé, d'intégrer donc un certain nombre de compétences, d'aptitudes, d'habiletés pour pouvoir les exercer, pour faire donc progresser la communauté dans laquelle nous vivons. Donc voilà un peu comment je définis l'éducation. Donc apprentissage dans un premier temps, intégration d'un certain nombre de compétences, d'habiletés et tout, mais ensuite exercice donc de ces compétences-là pour dans le cadre de la société dans laquelle on vit. Donc voilà. Ok. Oui, ça commence très bien en fait, hein. Avec toutes voilà, les conclusions à la fin, c'est important pour les personnes qui suivent. D'accord. Et là, on parle d'encadrement des élèves. Moi, personnellement, pour ma petite expérience, bah, je pense que c'est là qu'on fera un peu la transition. J'ai essayé de réfléchir comment ça s'est passé pour moi à mon niveau, quel encadrement j'ai reçu vraiment et qui a pu me booster. Et donc, je me suis rappelé de cette étape-là qui pour moi était cruciale dans ma vie. C'est que pendant les vacances de troisième, après avoir vu les résultats d'entrée en classe de seconde, c'est vrai qu'on avait les résultats et tout, mais on attendait les orientations. Et j'avais mené une petite réflexion sur des aînés, sur des frères qui, lorsqu'ils partaient à Abidjan, où se trouvait la majeure partie des universités publiques en Côte d'Ivoire, ils pouvaient aller chez un tuteur et quelque part le bien-être qu'ils pouvaient ressentir était fonction des humeurs du tuteur en question. Donc si tu as la chance de tomber chez un bon gars ou bien dans une bonne famille, c'est cool. Et si tu as le malheur de tomber dans une mauvaise famille, ou bien je dis, voilà, dans des gens qui ne sont pas forcément intéressés à l'idée de bien te recevoir, c'était compliqué. C'était pouvait donner des cours jusqu'à 23 heures aux enfants, en fait, des membres de la famille avant de penser étudier et tout ça. Et c'est quelque chose qui, quelque part dans ma réflexion, m'avait traumatisé. Donc j'avais demandé à mon papa qu'est-ce que je pouvais faire pour éviter cette situation-là de toute ma vie. Et donc ce jour-là, il m'a parlé de l'INPHB. Il m'a dit si tu rentres à l'INP, tu l'éviteras à 100%. Et Hum. tu pourras te rassurer dans l'avenir d'avoir une bonne insertion professionnelle. Et donc je lui ai demandé comment je fais pour rentrer à l'INP. Donc il m'a dit on va se fixer les objectifs. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, donc seconde, première, terminale, tu aies au moins 14 de moyenne annuelle, que tu aies au moins 14 de moyenne en mathématiques, physique, SVT, 12 de moyenne en français, anglais. Et tu as au moins le bac avec une mention assez bien, sinon bien.
Et là, tu peux espérer rentrer à l'INP. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, a changé un peu le cours de ma vie parce que dès lors, je ne compétissais plus avec des amis. Il y avait une compétition interne qui se passait en moi-même. Et peu importe le niveau des amis de classe qu'on pouvait avoir, moi, j'avais un objectif, en fait, qui m'était fixé. Et c'est cet objectif-là que je regardais. Et pour la petite anecdote, en première, entre moi et le second de classe, il y avait une de moyenne carrément. Parce que, peu importe le niveau de la classe, moi, je me disais, j'ai mes cases à cocher et je pouvais foncer. Donc, ça a été un peu le style d'encadrement que j'ai reçu par objectif, où les choses ont été bien définies dès le début. Et pour moi, je marchais un peu dans ces pas-là pour pouvoir Mhm. rentrer en fait à l'INP, comme ça a été le cas après et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je sais que tu es intéressé par l'encadrement des élèves. Quelle a été ta situation à toi? Est-ce parce que tu as été bien encadré? Est-ce parce que quelque part il y a eu un manque que tu aimerais combler chez les autres? Mais comment euh, ton- tu l'as vécu? Comment est-ce que les choses se sont passées à ton niveau? Ah, très bien. Un peu comme dans ton cas, hein, moi, je quitte la maison quand j'ai à peu près 9 ans. Voilà, 9 ans, je viens d'avoir mon CEP. J'atterris au lycée classique et moderne de garçons de Bingerville. Euh, D'abord chez un premier tuteur en classe de sixième, ensuite chez un second tuteur en classe de cinquième jusqu'en troisième, avant de partir donc à Yamoussoukro. Et à ce moment-là, c'est compliqué parce que il n'y a plus la présence parentale. Donc, on connaît un peu comment les sociétés africaines sont, hein. Euh, voilà, peut-être que le tuteur, il n'a pas envie de trop en faire pour que il ne soit pas accusé peut-être de brimade ou bien de réprimande intempestive sur l'enfant d'autrui. Bon, à côté de ça, il a sa responsabilité de pouvoir aussi encadrer l'enfant, donc il est peut-être entre ces deux eaux-là. Donc, ce qui peut faire naître un certain laxisme peut-être. Donc, il y a ça. Donc, ça veut dire que très tôt, il fallait que je me prenne en charge. Et moi, si tu veux, je pense que, et même dans mon parcours, je pense que la grâce de Dieu aussi m'a accompagné. Parce que c'est vrai que je devais prendre les très, très jeunes mes propres décisions, mais je pense que par moment, quand je m'égarais, il y avait deux, trois personnes, pas forcément sur l'aspect académique, mais en termes même de prise en charge, voilà, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ainsi de suite. Moi, je me souviens très bien hein, quand j'étais en classe de cinquième ou quatrième, je sais plus. euh, J'avais certes des résultats relativement intéressants, mais j'avais commencé à fréquenter un groupe d'amis où, voilà, jusqu'à 22h, 23h, on était encore dans les salles de jeux vidéo et tout, à jouer Konami, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est. J'ai Et compris. donc, voilà, tu avais quelqu'un qui était en relation avec l'une des nièces de mon tuteur, mais qui lui, parce que plus ou moins, je pense qu'il voyait du potentiel en moi, mais pour lui, c'était inadmissible qu'au lieu d'étudier, je sois en fait dans ces lieux-là. Donc, il me cherchait de jeux vidéo club en jeu vidéo club jusqu'à me trouver, me tirer presque par les habits pour que je vienne étudier. Tu vois? Donc, ça n'a pas forcément été quelqu'un qui va me dire, voilà tel choix à faire, ainsi de suite. Mais ne serait-ce qu'en termes d'encadrement pour me rappeler à l'autre, ça ça m'a vraiment beaucoup apporté. Il s'appelle Monsieur Richard. J'espère qu'il verra cette vidéo. À qui je dis vraiment merci parce que je pense que sans lui, à cette étape de ma vie là, peut-être que j'aurais dévié. Après, sur mes compétences intellectuelles, sans faire la fine bouche, je pense que j'ai été brillant élève tout au long de mon parcours. Je pense que ceux avec qui on a fait l'école, les anciens professeurs, les enseignants, ils peuvent bien l'attester. Mais en termes d'encadrement social, c'était important d'avoir ça. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, comme je parlais tout à l'heure de grâce, moi, après la troisième, euh,
après, j'ai toujours été quelqu'un aussi qui me fixait les objectifs les plus hauts possibles. Voilà. Donc, à notre temps, les conseillers d'orientation, ça marchait très bien. Aujourd'hui, quand je discute un peu avec les jeunes, on a de moins en moins de conseillers d'orientation qui viennent au cours de l'année leur présenter les options post-BPC, post-bac et tout, soit parce que le gouvernement a démissionné ou peut-être on ne leur donne pas d'assez de moyens, mais en tout cas, dans différentes villes de la Côte d'Ivoire, j'ai discuté avec des jeunes, presque pas de conseillers d'orientation sont venus au cours de l'année pour leur présenter les opportunités, tu vois. Donc, euh, pour revenir à ce que je disais, moi, je m'étais fixé mes objectifs très tôt, très haut. Donc, je savais tout de suite que après le lycée garçon en troisième, je m'étais renseigné. Selon mes informations en ce moment-là, le meilleur lycée de Côte d'Ivoire, c'était le lycée scientifique de Yamoussoukro. Sans faire offense à personne. En tout cas, c'est l'information que moi, Ce n'est j'avais. fait. Voilà. Donc, c'est l'information que moi, j'avais collectée. Donc, pour moi, c'était important, par tous les moyens, d'aller au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et puis après, les conseillers d'orientation sont venus, ils ont confirmé plus ou moins donc ces choix-là. Et puis, donc c'est comme ça que je rentre au lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais à la vérité, c'est que l'avantage d'un lycée comme le lycée scientifique de Yamoussoukro, contrairement aux autres lycées, on a une association des anciens qui est très active. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a l'INPHB qui n'est pas loin. Voilà. Donc, les anciens du lycée scientifique qui sont à l'INPHB vont organiser des journées carrières. Les gens de l'association également vont organiser des journées carrières pour venir nous présenter les opportunités post-bac. Donc, ça fait que, contrairement à d'autres lycées où les élèves sont laissés pour compte, livrés à eux-mêmes et tout, au niveau du lycée scientifique, quand même, on avait cet encadrement-là où on savait plus ou moins quelles étaient les opportunités qui s'offraient à nous après le bac. Et c'est là où aujourd'hui, et ça a été vraiment quelque chose qui a marqué euh, la suite de ma vie, et peut-être qu'on reviendra là-dessus, c'est là où aujourd'hui, moi, j'ai un faible, sinon j'ai beaucoup d'amour profond pour tous ceux qui, sur une base volontaire, se mettent en tant qu'anciens d'un établissement pour aller donner des conseils, des orientations à leurs plus jeunes frères. Donc ça a été déterminant parce qu'on a des aînés qui venaient de l'INP pour nous présenter un peu comment est-ce qu'il faut faire pour aller à l'INP et tout, quel type de moyens il faut avoir, un peu comme tu l'as dit dans ton cas. Voilà, ou bien des aînés du lycée scientifique qui venaient, ainsi de suite. Et ça, c'est important de le noter parce que euh, souvent, quand il y a les résultats ou quand les gens sont sélectionnés pour certains postes, voilà, les gens disent non, c'est toujours les gens du lycée scientifique qu'on prend, c'est toujours les gens de telle école qu'on prend, mais les gens oublient en fait toute cette organisation-là qui est derrière. Aujourd'hui, c'est un crime de lèse-majesté que de voir un ancien du lycée scientifique ne pas rentrer dans de bonnes écoles après donc le lycée. Donc les aînés s'organisent en fonction. Voilà, et je pense qu'on a ça aussi dans des écoles comme Sainte-Marie, comme le lycée classique, comme le lycée Mami Adjoa, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'élève en tant qu'individu doit être sensible aux informations, rechercher l'information, mais aussi ce qui peut être important, ce qui peut rajouter un plus, c'est que les anciens, qui eux sont des dévanciers parce qu'ils ont l'expérience, ils reviennent, ils fassent un retour aux sources pour donner ces orientations à leurs cadets. Ça permettra d'avoir moins de gens frustrés pour l'avenir. Ça permettra d'avoir des gens qui rentrent dans leur choix, non pas par défaut, mais par raison, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'y aller et que à la fin de la journée, cela puisse contribuer à une forte employabilité dans les années à venir. Parce que c'est très déterminant le choix qu'on fait après le bac, parce qu'il y a un impact direct sur la carrière qu'on aura dans le futur. Donc voilà un peu quelques drivers qui ont meublé en fait mon expérience personnelle et comment est-ce que ces associations-là ont permis à ce qu'on ait aussi un bon encadrement en termes d'orientation, en termes d'idées même de quoi faire pour l'avenir. Et moi, je pense que c'est pas, c'est comme tu l'as si bien dit,
c'est que ces exemples-là d'écoles qui fonctionnent ici, c'est très peu. Je dirais même, c'est même pas les 1% de toutes les écoles qu'on a chez nous. Et donc, on ne peut pas forcément se fier à ça pour dire que tout va bien dans le système. Alors, bah, dans cette première partie-là, nous allons faire une sorte de constat. C'est vrai que là, tu as abordé les points qui vont très bien. Ici, on prend quand même l'opposé et qu'on essaie de l'extrapoler à toute l'échelle de la Côte d'Ivoire. C'est quoi l'état actuel aujourd'hui de l'encadrement des élèves? Bon, tu as expliqué que tu discutes avec certains étudiants, certains élèves, tu discutes avec certains parents. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on pourrait corriger? Donner aux élèves de mieux s'orienter après le bac et déjà même après la classe de troisième, d'être orienté déjà dans les résultats qu'ils peuvent produire en classe. Très bien. Déjà, quelque chose de fondamental, hein, c'est que pour moi, l'éducation ou la formation des individus, c'est un complément de deux choses ou de deux entités. Les encadreurs, donc formels, c'est-à-dire les enseignants, les maîtres, les maîtresses, les professeurs et tout, mais aussi la cellule familiale, donc la famille, pour ceux qui ont encore leurs parents, que ce soit le père ou la mère, ou les frères et les sœurs. Pour ceux qui sont dans les orphelinats, c'est ceux qui les prennent en charge. Je fais un clin d'œil aux orphelinats parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'accompagne aussi avec des amis des orphelinats. Donc, ils peuvent ne pas avoir de parents directs, mais qui ont des encadreurs. Donc, ce sont ces deux mondes-là qui doivent jouer pleinement leur rôle pour que l'enfant puisse avoir la formation donc qu'il faut. Moi, quand je vais, par exemple, aux réunions de parents d'élèves pour mes enfants, euh, parfois on se retrouve à deux ou à trois, d'accord? Sur la vingtaine de parents qui est censé être présents, on se retrouve à deux ou à trois. Est-ce que c'est parce que les parents n'ont pas le temps? Est-ce que c'est parce que les parents, voilà, sans contrebalance? Est-ce que? Vous savez, on peut trouver les excuses, autant d'excuses qu'on veut, hein. Parce que l'esprit de l'homme, il est très fertile. En tout cas, quand il s'agit de trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'il est censé faire. Mais pour moi, il faut, il faut que ce soit complémentaire. C'est vrai, on va dire aujourd'hui, pour l'exemple de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas trop la situation dans les autres pays. Je préfère parler de ce que je sais. Pour l'exemple de la Mhm. Côte d'Ivoire, on va dire, ah non, le niveau de l'éducation a baissé, le gouvernement ne joue pas son rôle et tout, ce qui peut se justifier hein, dans certains cas. Euh, Après, moi, je pense que, et ça doit s'appliquer à tous les pans de notre vie, hein. Euh, Devant une situation, il y a deux façons de réagir. Soit on constate que ça ne marche pas et puis on s'arrête là, ou alors on constate que ça ne marche pas et on se dit, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour corriger les choses? Ah, Et c'est là où le rôle de la cellule familiale, ou de ceux en tout cas qui ont la présence paternelle sur l'enfant, doit pouvoir jouer. Est-ce que quand l'enfant revient de l'école, on peut demander qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école aujourd'hui? Même si ce n'est que 10 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes par jour. Est-ce que de temps en temps, le parent se rend à l'école de l'enfant pour voir dans quelles conditions son fils prend les cours? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut renforcer peut-être l'encadrement à la maison? Est-ce que de temps en temps, on appelle les professeurs quand on ne peut pas se déplacer? On appelle les professeurs, les enseignants pour leur demander mon fils comment ou bien ma fille, comment elle se comporte à l'école? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des éléments additionnels qu'il faut qu'on renforce à la maison? Parce que le maître, il n'a pas un programme personnalisé pour chacun des élèves. Il a un ah. nombre d'heures à atteindre, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a cette proximité-là entre les parents et puis le système éducatif? Ou bien non, on croise les bras et puis on attend la fin de l'année. Lorsque les résultats sont publiés, on critique pendant 2 jours sur les réseaux sociaux et puis après, bon, chacun va à ses occupations. Il faut pouvoir discuter aussi avec l'enfant. Qu'est-ce que tu veux faire Mhm. demain? Par quoi Mhm. est-ce que tu es intéressé? De sorte à ce que si le parent a les compétences nécessaires, il puisse faire l'orientation de son enfant.
ou il n'a pas les compétences nécessaires, il peut se renseigner auprès de dévanciers, voilà, qui ont fait ce que son fils veut ou sa fille veut faire demain, et leur demander, est-ce que tu peux encadrer mon fils, est-ce que tu peux lui donner des informations, ce genre de choses. Moi, dans le cas de mes différentes activités, je reçois beaucoup d'appels de parents qui me disent, Mhm. attention, est-ce que tu peux voilà, discuter avec mon fils ou ma fille qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire et tout. Voilà. Et moi, je peux discuter avec la personne quand la personne est intéressée par des écoles que j'ai faites, notamment l'INPHB, lycée garçon, lycée scientifique et tout. Tout de suite, je peux te donner un avis direct. Quand ce n'est pas le cas, Mhm. par exemple, des écoles comme EAMO, ARSTM, EAMAC et tout, je vais trouver dans mon réseau des gens qui ont fait ça et les mettre en contact pour que ces personnes leur donnent en fait l'orientation nécessaire. Donc, Mhm. c'est une complémentarité, une collaboration entre la cellule familiale et puis la cellule scolaire. Si les enseignants, les encadreurs voient que de temps en temps, la famille vient se renseigner sur leurs méthodes qu'ils utilisent, ainsi de suite, je pense que ça leur mettra une pression supplémentaire pour pouvoir bien faire leur travail. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se le cache. Dans l'exemple de la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, le niveau global de l'éducation, il a baissé. Les classements de nos écoles dans le concert des écoles en Afrique sont assez évocateurs à ce sujet. Donc, ce n'est pas de fait de la fine bouche en masquant la réalité, il a baissé. D'ailleurs, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, il y a eu des états généraux donc de l'éducation il y a quelques années, ce qui dénote qu'à un moment donné, on se dit que, attention, peut-être qu'on a foiré sur une certaine période, on veut relancer Mhm. les choses, donc on réunit l'ensemble des acteurs pour discuter. Donc, ça, ce sont des éléments qui prouvent qu'il y a un problème et on essaie de l'adresser. Mais à côté de ça, moi, je pense que euh, la vie d'un enfant, son devenir est plus du ressort de la cellule familiale qui doit continuellement mettre la pression sur les pouvoirs publics, pour les autres qui sont dans le privé, pour que l'enfant, et également pour les autres qui sont dans le privé, pour que l'enfant ait l'encadrement nécessaire, ait les orientations nécessaires afin de pouvoir envisager avec sérénité son avenir. Et ça, c'est fondamental. Du moment où l'enfant appartient à une famille, du moment où l'enfant a des parents et c'est eux qui seront les premiers bénéficiaires d'un avenir radieux, je pense qu'une implication beaucoup plus active de ces derniers-là serait en fait bénéfique. Donc, pour mes résumés, c'est ça. Aujourd'hui, on a le niveau de l'éducation qui a baissé drastiquement. Il ne faut pas se le cacher. Des initiatives donc de la part des pouvoirs publics sont mises en œuvre, même si ça peut être lent dans certains cas, en tout cas pour rattraper les choses. Mais à côté de ça, la cellule familiale, les devanciers, les aînés, les parents, pères, mères, frères et sœurs et tout, peuvent aussi apporter une contribution décisive dans la mesure où, comme je disais tout à l'heure, ils seront les premiers bénéficiaires d'un avenir donc radieux pour l'enfant qui est concerné. Et je me pose la question, est-ce qu'on ne fait pas un biais cognitif ici? Parce que c'est vrai que pour des personnes qui ont quand même fait un cursus, bah, qui ont eu accès à l'information, qui ont été dans des écoles où bah, il y avait l'information, il y avait quand même des échanges et tout, qui ont peut-être eu des parents qui ont aussi eu la chance, par exemple, de grandir ou bien d'habiter dans la capitale, comme c'est notre cas, comme c'est ton cas à toi, ou bien dans des villes assez urbanisées. Mais parfois, on a des parents qui sont au village. Donc, le vieux lui-même, il n'a pas reçu si bonne éducation. Donc, pour lui, il fait le champ, euh, il met des sous, l'enfant doit partir à l'école. Parfois, l'enfant, il arrive, il quitte un village, il vient à vélo dans la ville et tout. Et est-ce que ce à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose qu'on peut aussi faire. Parce que ce qu'on donne comme conseil, là, je vois très mal comment est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas eu accès à l'éducation, il puisse très bien l'appliquer et être à même de pouvoir prendre soin d'encadrer son enfant à la maison. Non, non, comme je disais, moi, à ce niveau, j'ai une petite anecdote, hein. Je ne vais pas citer son nom ici. Peut-être quand il écoutera donc cette interview, il va s'en souvenir. C'est un ami qui est aujourd'hui docteur, donc qui a le diplôme, qui a le doctorat, qui me racontait un peu son parcours. Euh,
quand il était donc à l'école primaire et même au lycée, il avait sa mère, permettez-moi l'expression, qui est analphabète, qui n'est pas allée à l'école et tout, mais qui était consciente du fait que son fils pouvait réussir par l'école. Donc, elle avait établi, établi un programme de travail. Donc, tu reviens de l'école entre 18h et 20h, tu prends ta douche, tu manges et tout, tu te reposes juste un peu. Et à partir de 20h, bien que n'ayant fait aucune formation, elle se met à côté de lui et elle lui demande d'étudier. Voilà. Qu'il étudie ou pas, en tout cas, elle est là. Elle oblige à lire ses cours, ainsi de suite. Alors qu'elle n'y comprend rien. Mais Ouais. elle se disait qu'on t'a appris quelque chose à l'école, tu dois réviser, tu dois apprendre, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle faisait en plus? Elle allait se renseigner auprès de ses amis et tout, comment ils encadrent leurs enfants, ainsi de suite. Et elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas forcément les moyens d'avoir un répétiteur. Donc, elle poursuivait dans sa démarche. Chaque jour, il a son programme de travail. Elle s'assoit à côté de lui, libre à lui de la flouer parce qu'elle ne sait pas lire et tout, donc de faire autre chose. Mais en tout cas, elle était là. Et cette présence constante-là a permis à l'enfant de voir que, attention, ça tenait à cœur à sa mère qu'il puisse réussir. Et donc, ça l'encourageait lui-même à prendre cela au sérieux, à étudier ses leçons, plutôt que de la blaguer, de la doubler, comme on dit, et d'apprendre progressivement. Donc oui, il existe ces situations quasi extrêmes que tu indiques où on a une bonne partie de la population ivoirienne donc, qui est rurale euh, et tout. Euh, les parents qui n'ont pas eu la chance donc d'aller à l'école peuvent ne pas apporter l'encadrement nécessaire et tout. Mais euh, si le parent décide d'envoyer à l'école, l'enfant à l'école, ça veut dire que quelque part, il sait que c'est important. Ouais. Donc, dans cette même lancée-là, le parent, bien qu'analphabète, il peut mettre en place des mécanismes de suivi de cet enfant. C'est comme un investissement. C'est vrai qu'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils font des investissements très intéressants pour leur parcelle agricole. Ils savent qu'ils mettent de l'argent dans le développement de la parcelle, ça doit leur apporter quelque chose plus tard. De même, ils savent que l'école est importante et que l'école est une voie de réussite pour leur enfant. En le faisant, ils peuvent derrière regarder comment est-ce que superviser donc cet enfant-là. Soit parce que l'enfant il est en ville, eux sont au village, trouver un cousin ou une cousine un peu plus âgé que l'enfant pour, comment on appelle, suivre l'enfant. Ne serait-ce qu'en en se rendant de temps en temps à l'école, voir si l'enfant va vraiment à l'école. Si l'enfant, il fait ses devoirs, quelles sont ses moyennes, ainsi de suite. Des exemples comme ça, il y en a plein. Où tu as des parents qui ne sont pas partis à l'école, mais qui appellent en ville un oncle ou une tante. Pardon, mon fils est dans tel établissement, soit il est à l'internat ou pas. Est-ce que de temps en temps, tu peux l'appeler, discuter avec lui, comme toi, tu es allé à l'école des Blancs, là, voilà, pour voir si il est dans le bon chemin. Des parents savent le faire. À côté de ça, à côté de ça, et on en parlait tout à l'heure, le give back to the community. Les parents qui sont analphabètes dont on parle, ils appartiennent bien à un village, ils appartiennent bien à une région dans laquelle de laquelle pardon, est issu des gens qui ont réussi, qui sont là dans la société. Ces individus-là peuvent faire un retour à la société. Quand ils vont en vacances au village, ou bien quand ils vont discuter avec les villageois, ils peuvent leur demander lesquels de vos enfants sont à l'école des Blancs, en griffe. Et travailler à mettre en place des mécanismes pour le suivi de ces enfants-là. Donc c'est là aussi où c'est important que ces personnes-là qui sont passées par des chemins qui leur ont permis de réussir leur vie puissent aussi avoir un peu de leur temps à consacrer aux plus jeunes qui sont par derrière, qui n'ont pas forcément eu la chance qu'ils ont eue, mais avec leur aide, qui pourront avoir cette chance-là. Donc, c'est cette complémentarité donc d'action entre la prise de conscience donc de ces parents qui ne sont pas forcément éduqués à l'école classique, à l'école moderne, qui ne sont pas forcément intellectuels, entre leur prise de conscience à aller plus loin que d'envoyer seulement de l'argent donc en ville, d'envoyer leurs enfants à l'école, mais aussi à côté de ça, ceux qui sont issus de ces régions-là reculées, qui ont eu une position dans la vie, est-ce qu'ils peuvent aussi revenir vers la société pour donner de leur temps, pour donner
de leur expertise en termes d'orientation et d'encadrement de ces jeunes-là.